La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à Café Philo. Comme vous le savez, tous les mardis soirs, ici, nous nous réunissons au Café des Copains pour discuter de choses qui passionnent, qui concernent principalement la philosophie, qui concernent aussi le droit d'auteur, ce dont nous allons parler tout à l'heure, qui concernent des questions de société, qui concernent les choses de l'esprit à proprement parler. La philosophie, étant entendu qu'elle est une forme de discursivité transversale, est peu ou pour mobiliser quand nous trouvons prétexte pour nous retrouver ici tous les mardis soirs pour discuter. Ce soir donc, nous avons le plaisir de vous proposer un café philo particulier qui s'inscrit donc dans le cadre d'un partenariat qui existe ponctuellement entre le Bureau haïtien du droit d'auteur et Café Philo, dans le contexte précisément de la tenue de la 6e édition de la Semaine de la propriété intellectuelle qu'organise le Bureau haïtien du droit d'auteur autour du thème « Renforçons le cadre légal pour une meilleure exploitation économique des droits des créateurs ». Avec moi ce soir, Maître Maxène Dorséan, juriste, philosophe de formation, professeur à l'université, pour discuter d'un sujet assez inédit dans les espaces de débat, dans les espaces publics de discussion en Haïti, et qui en même temps ne nous en interpelle pas moins. Il va s'agir donc de discuter autour du thème « Considération socio-juridique sur la piraterie des œuvres des auteurs haïtiens », cas de la commune de Port-au-Prince. Il s'agit à proprement parler d'un travail de recherche, plus précisément d'un mémoire que Maître Dorséan a présenté en 2014 pour l'obtention de son grade de licencié en sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques. Puisque nous accordons donc un intérêt particulier au format de Café Philo, je m'en vais rapidement vous demander de vous mettre debout pour entonner avec nous l'hymne national d'Haïti, autrement dit la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, n'honorons point le maître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Nous enchaînons à présent avec ce que nous appelons depuis pratiquement 6 ans, ici à Café Philo, la chanson fétiche de Café Philo, à savoir Hasta Siempre, El Comandante Che Guevara, avec évidemment la version de Julio César Barbosa. Écoutez ensemble, nous vous retrouvons après. Merci. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
gloriosa y fuerte. Desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci. Comme vous le savez, à Café Philo, l'audiovisuel occupe une place prépondérante dans la mesure où elle anticipe sur ce qui va être dit, sur ce qui va être discuté, sur le propos qui a valeur de convocation ici. Nous allons donc parler de piraterie. Donc, nous sommes dans le domaine du droit d'auteur à proprement parler. Nous ne pouvons mieux faire au niveau de l'équipe de Café Philo que de vous proposer ce soir un audiovisuel, une petite vidéo qui rend compte autant que faire se peut, ne serait-ce que brièvement, de la question. Suivez à nouveau avec intérêt. Nous vous revenons comme toujours pour la suite. Je le
le disais au tout début, ce soir, il va donc être question du droit d'auteur à proprement parler et plus précisément de ce que l'on appelle dans ce domaine la piraterie. Nous sommes donc introduits dans un univers conceptuel, dans un univers théorique où nous faisons face à une pléthore de concepts, de notions qui nous sont pour la plupart peu familières. C'est cela que nous allons voir avec Maître d'Océan qui est l'invité de ce soir pour ce Café Philo et surtout d'un aspect du droit d'auteur qui concerne la piraterie. Dans l'un des deux textes qui fondent à présent le droit d'auteur en Haïti, précisément le décret de 2005 sur le droit d'auteur et les droits voisins en Haïti, il est prévu à l'article 52 que la piraterie concerne un phénomène particulier. Je lis brièvement pour vous. Dans le cas de violation de l'un des droits d'auteur et des droits voisins protégés par le présent décret, la partie s'estimant lésée pourra s'adresser par devant les tribunaux compétents de la juridiction. Le tribunal compétemment saisi pourra, entre autres, rendre une ordonnance interdisant la commission ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu du présent décret, ordonner la saisie des exemplaires d'œuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d'avoir été réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de droit protégé en vertu du présent décret, alors que la réalisation ou l'importation des exemplaires est soumise à autorisation, ainsi que des emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papiers d'affaires se rapportant à ces exemplaires. Nous avons, entre autres choses, des dispositions qui sont prévues en termes de sanctions au niveau des codes de procédure civile et du code d'instruction criminelle. Que dit donc la loi sur la piraterie? Quelle est donc la situation de la piraterie en matière de droit d'auteur en Haïti et particulièrement dans la commune de Port-au-Prince? C'est tout cela que nous allons voir avec Maître Maxime d'Océan qui a donc, vous le conviendrez avec moi, 30 minutes de présentation et que je vous demande aussi d'applaudir. Je dis bonsoir à tout le monde. Je dis merci à Ralph de m'accueillir à Café Philo. Je suis très heureux d'être accueilli à Café Philo. Cette semaine, le BHDA organise un ensemble d'activités. Ces activités-là, justement, visent à faire la promotion du droit d'auteur, vous savez, qui est un domaine important pour l'avenir de l'économie, un domaine important pour l'avenir des auteurs. Donc, je trouve que l'intervention que Café Philo me permet de faire ce soir constitue justement la participation de Café Philo à cette promotion combien importante pour le droit d'auteur. L'intervention que je vais faire ce soir sera justement une modeste contribution au droit d'auteur, alors à la défense des droits des auteurs. Parce que justement, les droits des auteurs, vous allez être d'accord avec moi que c'est important. Parce que actuellement, c'est une question d'actualité. C'est une question non seulement d'actualité, mais c'est aussi une question qui fait débat. Et c'est parce que justement, cette question fait débat que en 2014, après avoir terminé mes études à la faculté de droit et des sciences économiques en sciences juridiques, j'ai choisi de mener une recherche en droit d'auteur, plus particulièrement sur le thème de piraterie. Donc, l'intervention de ce soir sera centrée autour de 3 points. Le premier point, au niveau du premier point, il s'agira pour nous justement de voir s'il y a un rapport entre piraterie et contrefaçon, ou est-ce qu'on peut confondre la piraterie avec la contrefaçon. Dans un deuxième temps,
nous allons faire un rappel sur le droit d'auteur, puisque je suppose que ici, ce grand public est déjà au courant des questions de droit d'auteur. Donc, il n'y a pas possibilité de parler de piraterie en droit d'auteur si les droits d'auteur n'existent pas d'abord. Donc, parler de piraterie, ça suppose qu'il y a des droits qui sont violés. Des droits d'auteur, il y a un droit d'auteur qui est violé. Donc, c'est en ce sens que je vais faire un rappel sur le droit d'auteur. En troisième lieu, je vais considérer un ensemble de faits dans la commune de Port-au-Prince qui montrent que la piraterie existe justement. Et je vous dis déjà que ces faits-là qui vont montrer que la piraterie existe dans la commune de Port-au-Prince, ils vont montrer que la piraterie existe dans la commune de Port-au-Prince, mais cette situation de la commune de Port-au-Prince n'est pas propre seulement à la commune de Port-au-Prince, dans la mesure où c'est une situation qui existe dans tout le pays. Donc peut-être que c'est un peu plus grave à Port-au-Prince, mais dans d'autres villes du pays, cette situation existe. Tout d'abord, comment il y a un débat, parce que je me rappelle avoir participé dans une table ronde sur le droit d'auteur. Donc il y avait un débat entre nous, les juristes, sur la table, où il s'agissait de comprendre est-ce qu'il faut parler de piraterie ou s'il faut parler de contrefaçon. Bon, à mon sens, la contrefaçon, c'est un terme qui est surtout utilisé en droit de propriété industrielle. Alors que la piraterie, c'est un terme qui pourrait être utilisé en droit d'auteur. Mais lorsqu'on réfléchit à fond sur la question, on va voir que c'est une question qui fait problème, dans la mesure où le décret de 2005, décret sur le droit d'auteur et les droits voisins auquel Ralph vient de faire référence, parle de piraterie, tandis que ce décret nous réfère à un article du Code pénal qui punit la piraterie, l'article 347 du Code pénal, alors qu'au niveau de cet article, on ne parle pas de piraterie, on parle de contrefaçon. Ça veut dire, donc, là, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'il faut considérer? Est-ce qu'il faut considérer la contrefaçon ou est-ce qu'il faut considérer la piraterie? Donc, je pense qu'il y a deux possibilités. C'est ou bien on confond les deux, on dit que la piraterie égale contrefaçon, ça c'est une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité, c'est qu'on dit puisque le décret de 2005 est plus moderne par rapport, alors en tout cas est récent, est moderne par rapport au code pénal, donc on ne va pas considérer le terme de contrefaçon qui est avancé dans l'article 347 du code pénal, on va de préférence considérer le terme de piraterie. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai considéré le terme de piraterie, même si à un certain moment dans mon travail, j'ai essayé de montrer que assez souvent, même si on dit que en droit d'auteur, on parle de piraterie et en propriété industrielle, on parle de contrefaçon, mais assez souvent, il est difficile d'établir véritablement la distinction. Ça, c'est une première considération. Il y a une deuxième considération. C'est que quand on parle de piraterie, c'est un terme généralement qui a été utilisé en droit maritime. Ce qui fait que ceux-là qui ne sont pas habitués avec le droit d'auteur peuvent avoir du mal à comprendre qu'on parle de piraterie en droit d'auteur. Et en droit maritime, la piraterie désigne un acte de déprédation commise en mer par des bandits appelés pirates. Donc, en droit maritime, il y a la piraterie, mais la piraterie dont il est question ici, ce ne sera pas la piraterie en droit maritime, puisque le droit maritime ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le droit d'auteur, et la piraterie, c'est la piraterie en droit d'auteur qui va nous intéresser. Maintenant, comment peut-on définir la piraterie
en droit d'auteur. Qu'est-ce que la piraterie? Eh bien, la piraterie, tout d'abord, un auteur, il produit une œuvre. Son œuvre est un bien pour lui. Donc, puisque son œuvre est un bien pour lui, il doit pouvoir vivre sur son œuvre. De là, la loi lui donne un ensemble de prérogatives sur son œuvre. Ce qui fait que quiconque utilise son œuvre, il doit utiliser son œuvre dans les limites de la loi. Donc, à ce moment, quelqu'un qui utilise l'œuvre d'un auteur en dehors des limites de la loi, donc on peut tout simplement dire que ce quelqu'un-là est un pirate. Donc, la piraterie en droit d'auteur désigne justement toute forme de violation d'un droit d'auteur. Autrement dit, une piraterie en droit d'auteur est une utilisation illicite d'une œuvre. Est une utilisation illicite d'une œuvre. Ce qui signifie que on définit un ensemble de conditions pour utiliser une œuvre. Maintenant, quand on n'utilise pas cette œuvre dans les limites établies par la loi, donc à ce moment, on peut, et donc celui qui utilise cette œuvre dans cette condition-là est exposé justement à des sanctions. Maintenant, puisque il est difficile de parler de piraterie en droit d'auteur sans parler de droit d'auteur, c'est pourquoi je vais essayer de faire un rappel, comme je l'ai dit, sur le droit d'auteur, puisque j'estime déjà que vous qui êtes là, vous avez déjà des notions sur le droit d'auteur. Tout d'abord, qu'est-ce que le droit d'auteur? Le droit d'auteur, d'abord on peut dire que c'est un droit de propriété industrielle. Un droit de propriété intellectuelle. Le droit d'auteur, c'est un droit de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un auteur, comme je l'ai dit, qui produit une œuvre, il a un ensemble de prérogatives sur son œuvre. Et c'est la loi qui lui donne toutes ces prérogatives sur l'œuvre. Donc, quand on parle de droit d'auteur, le droit d'auteur a un ensemble de composantes. Il existe deux grandes composantes du droit d'auteur. Il y a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, et nous allons les énumérer rapidement. Et il y a aussi ce qu'on appelle les droits extra-patrimoniaux. En fait, en droit d'auteur, il y a 4 droits patrimoniaux. Le premier droit patrimonial du droit d'auteur, c'est le droit de reproduction. Le droit de reproduction. Ce droit, c'est un droit que l'auteur a. Et lui seul a ce droit. C'est-à-dire, l'auteur seul peut faire des copies de son œuvre. C'est-à-dire, vous avez peut-être, comme moi, cette habitude, quand j'étais étudiant, de faire des copies. Et parfois, on se disait que c'était normal. Eh bien, le droit d'auteur nous dit que c'est pas normal. Donc, c'est pas normal donc, de faire des copies d'une œuvre sans avoir l'autorisation de l'auteur. Donc, le droit de reproduction. Le deuxième droit patrimonial, c'est ce qu'on appelle le droit de représentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'auteur fait une œuvre, l'œuvre sera communiquée au public. Eh bien, l'auteur seul peut communiquer son œuvre au public. Donc, personne ne peut le faire à sa place. Et c'est justement ce qu'on appelle le droit de représentation. Il y a un troisième droit patrimonial, c'est ce qu'on peut appeler le droit d'adaptation. Donc, c'est un droit d'adaptation. Ça veut dire quoi? L'auteur seul peut autoriser des modifications de son œuvre. Ça veut dire, quand vous avez une œuvre en main, ne prenez pas le malin plaisir, comme certains le font, à modifier l'œuvre, puisque vous n'avez pas ce droit, l'auteur seul a ce droit. Et si vous devez le faire sous l'autorisation de l'auteur. Le quatrième droit patrimonial de l'auteur, c'est ce qu'on appelle le droit de suite. Alors, le droit de suite, c'est quoi? Le droit de suite, c'est un droit inaliénable de l'auteur de participer au produit de la vente de ses œuvres. Alors, le droit de suite, c'est un droit qui a été conçu surtout dans le cadre des œuvres picturales.
dans le cadre de la peinture. C'est-à-dire un peintre qui fait un tableau, qui vend ce tableau. Maintenant, si après des années, celui à qui il a vendu ce tableau le revend pour une somme très élevée, alors que le peintre est en difficulté, alors que le peintre est dans la pauvreté, donc il peut demander à celui à qui il a vendu son tableau de partager avec lui les bénéfices de la revente de l'œuvre. Voilà pour les 4 droits patrimoniaux du droit d'auteur. Maintenant, pour le droit extra-patrimonial. Le droit d'auteur, c'est un droit de la personnalité, comme on dit. Ça veut dire quoi? Un droit de la personnalité, ça veut dire que l'œuvre de l'auteur reflète la personnalité de l'auteur. Donc, l'œuvre a un rapport avec la personnalité de celui qui l'a produite. D'où ce qu'on appelle le droit moral ou le droit extra-patrimonial. Maintenant, il y a un ensemble de droits extra-patrimoniaux de l'auteur et nous allons énumérer quelques-uns. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le droit à la paternité de l'œuvre. Le droit à la paternité de l'œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute utilisation qu'on fait de l'œuvre doit être associée au nom de l'auteur. Vous ne pouvez pas utiliser une œuvre qui ne vous appartient pas alors que vous ne mentionnez pas le nom de celui qui l'a faite. Donc il faut mentionner le nom de celui qui a fait l'œuvre. Deuxièmement, il y a le droit au respect de l'œuvre. Le droit au respect de l'œuvre. L'œuvre ne doit subir aucune modification. Aucune modification. Donc il faut respecter l'œuvre. Il faut avoir le respect de l'œuvre. Et troisièmement, il y a ce qu'on justement peut appeler le droit de repentir. Un droit de repentir ou droit de retrait. Ça veut dire quoi? Un auteur qui publie une œuvre peut décider à un certain moment de la durée de rentrer l'œuvre de la publication. Donc évidemment, l'auteur, dans le cadre de la publication de son œuvre, peut avoir des contrats avec, je sais pas moi, des producteurs, des éditeurs. Donc s'il décide de retirer son œuvre de la circulation, à ce moment, il va devoir réparer celui avec qui il a le contrat de production ou contrat d'édition, mais l'auteur a cette faculté, il peut retirer son œuvre de la circulation. Donc c'est ce qu'on appelle droit de repentir, un droit de repentir. Voilà. Maintenant, je viens de dire que on ne peut pas parler de piraterie s'il n'y a pas de droit d'auteur. On ne peut pas parler de piraterie en droit d'auteur s'il n'y a pas de droit d'auteur. Maintenant, j'ai essayé rapidement de faire une énumération, en tout cas, des différents droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux qui existent dans le cadre du droit d'auteur. Maintenant, nous allons entrer dans la question. Nous allons entrer dans la question de manière pratique pour voir que quelqu'un qui utilise une œuvre, donc j'ai dit tout à l'heure que la piraterie c'est une violation de droit d'auteur. Maintenant, quand vous ne respectez pas un droit patrimonial de l'auteur, à ce moment, vous êtes exposé à des sanctions. Et bien évidemment, l'article 52 du décret sur le droit d'auteur et les droits voisins auquel Ralph vient de faire référence, cet article nous renvoie à l'article 347 et suivant du Code pénal. L'article 347 du Code pénal énumère, alors, tout d'abord établit que la piraterie, alors j'ai dit là, il y a un problème, parce qu'en fait, cet article parle de contrefaçon, mais en réalité, cet article est conforme à l'article 52 du décret sur le droit d'auteur et les droits voisins. Ce qui fait que quand l'article parle de contrefaçon, donc, on peut comprendre que c'est de la piraterie qu'il s'agit. Dans le cadre de cet article, la piraterie est considérée comme un délit. La piraterie est considérée comme un délit. Alors, en droit pénal, un délit, c'est une infraction. C'est une infraction dont la peine va entre 1 an
3 ans. Entre 1 an à 3 ans. Ce qui veut dire que quelqu'un qui utilise l'œuvre d'un auteur sans l'autorisation de l'auteur, donc qui viole le droit patrimonial de l'auteur, il est exposé. Il est exposé à des poursuites pénales, donc il est exposé. Donc, vous pouvez comprendre que si l'article prévoit que la contrefaçon ou la piraterie est un délit, donc à ce moment, non seulement on peut poursuivre la personne au pénal, mais la personne peut être aussi poursuivie au civil, au regard de l'article 1168 du Code civil. Ça veut dire que ce n'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Le législateur haïtien veut véritablement protéger les auteurs. Donc, et c'est parce que justement le législateur haïtien veut protéger les auteurs qu'on a inséré cet article, ce fameux article 52 qui renvoie à l'article 347 du Code pénal. Donc, évitez d'utiliser les œuvres des auteurs en dehors d'une autorisation préalable. Maintenant, qu'est-ce qui m'a poussé à travailler sur la piraterie? Parce qu'il y a bien d'autres sujets qui pourraient m'intéresser en droit d'auteur, mais j'ai choisi de faire mon travail sur la piraterie. Eh bien, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à l'école, donc en primaire, j'avais un condisciple qui a abandonné l'école, peut-être en 5e année. Moi, j'ai continué. Et donc, j'ai terminé le fondamental, j'ai fait le secondaire, je suis entré à l'université, et lui, il n'a pas continué. Mais je l'ai perdu de vue pendant longtemps. J'étais peut-être en 2e année à la faculté de droit, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré dans la rue. Il avait une apparence très imposante, de grands bijoux. Il avait une belle voiture. Et en fait, il était très imposant. Son apparence était imposante. Donc, je ne l'ai même pas vu. Il m'a appelé. Lorsque je l'ai vu, j'étais étonné de le voir. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui a abandonné l'école de très tôt. Et que voilà, aujourd'hui, tout semble avoir changé pour lui sur le plan économique. Donc, j'étais curieux de savoir ce qui se passait dans l'intervalle. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'est ici qu'il m'a dit, écoute, toi, tu as décidé de poursuivre tes études, mais moi, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Alors, là encore, ma curiosité s'est agrandie. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, si tu veux, on peut prendre un rendez-vous, je vais te montrer. C'est ainsi que 2 jours après, on a pris effectivement un rendez-vous et 2 jours après, on s'est rencontrés et il m'a emmené au bas de la ville jusque tout près de l'église cathédrale, en tout cas de l'ancienne église cathédrale. Il est entré avec moi au fond. Là, j'ai vu une maison avec plusieurs chambres occupées d'appareils, de différents appareils. Qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur? Il ne fait que reproduire des CD, des CD et des DVD. Des CD et des DVD. Maintenant, lorsqu'il produisait ces CD et ces DVD, 2 choses se passaient. Ou bien il les revendait à des gens qui les redistribuaient, ou bien il donnait ces CD et DVD à ces gens à d'autres gens qui allaient les revendre dans la rue et pour des pourcentages à hauteur de 20%, 25%, 30%, etc. Donc c'est comme ça qu'il réalisait sa richesse. Et j'étais étonné lorsqu'il m'expliquait que normalement, il n'achetait presque pas de CD en Haïti. De CD vierges et de DVD vierges en Haïti. Donc, il va à l'étranger,
faire les copies. Et là, je n'avais aucun rapport avec le droit d'auteur. Absolument aucun rapport, puisque à la faculté, on ne nous enseignait pas la propriété intellectuelle. Il n'y avait aucun cours sur le droit d'auteur. Donc, à ce moment, alors, j'ai trouvé qu'il y avait un paradoxe. En même temps que lui, il ne produisait pas les œuvres, il menait, si vous voulez, une vie un peu décente, il avait un certain bien-être à partir de la vente des œuvres, alors que j'ai connu des artistes, des producteurs qui traînaient, donc des producteurs qui ne pouvaient même pas manger, hein? Des producteurs très pauvres. À ce moment, je trouvais qu'il y avait un paradoxe. Et de là, je me suis dit, est-ce que ce qu'il fait est normal ou est-ce que ce qu'il fait n'est pas normal? Donc c'est à ce moment que mon intérêt pour le droit d'auteur s'est développé. Donc je me suis mis à la recherche et j'ai trouvé le décret du 9 janvier 1968. Dans ce décret, justement, on parle de contrefaçon. Et plus tard, dans le cadre de cette même recherche, j'ai trouvé les deux autres décrets. Donc le décret portant création du Bureau haïtien du droit d'auteur et le décret sur le droit d'auteur et les droits voisins. Donc je me suis mis à lire et j'ai fini par me rendre compte que cette activité qu'il menait, c'était une activité illicite. Donc c'est dans ce sens que, je me suis engagé dans la recherche. Maintenant, j'ai trouvé un cas. Maintenant, il fallait trouver plusieurs cas pour corroborer l'idée qu'à Port-au-Prince, il y a une activité illicite qui se fait. Donc à Port-au-Prince, justement, il y a des gens qui vivent des œuvres, des auteurs, de manière illicite. Étant donné que ce quelqu'un-là me faisait confiance, il me mettait en contact avec d'autres collègues qui faisaient la même activité. Et ces gens-là avaient aussi des installations pareilles qui reproduisaient, ils reproduisaient aussi des CD et des DVD. Ce qui fait que, alors c'est après le 12 janvier, parce que le mémoire, je l'ai réalisé en 2014, après le 12 janvier 2010, après le tremblement de terre. J'ai réalisé le mémoire en 2014. Ce qui fait que, au bas de la ville de Port-au-Prince, il y a une activité de piraterie. Donc, il y a une exploitation illicite des œuvres des auteurs qui se fait et par des gens qui, pour la plupart, ne savent ni lire ni écrire, ou par des gens qui peuvent à peine écrire leur nom. Donc, c'est pour vous dire que à Port-au-Prince, cette situation, c'est une situation difficile. Et j'ai dû parler à 15. Donc, il m'a mis en contact avec 15 de ces gens, de ces gens qui menaient la même activité. Laissez-moi vous dire que celui qui obtenait la plus petite somme d'argent le mois obtenait 150 000 gourdes après avoir fait toutes les dépenses qu'il faut. Donc, en termes de rentrée le mois, donc la plus petite somme, c'était 150 000 gourdes. Donc, cette activité, c'est une activité qui existe, bel et bien à Port-au-Prince. Évidemment, faire une recherche sur cette question, c'est difficile parce que généralement, les gens disent que bon, l'État est faible, donc rien n'est fait pour faire respecter le droit des auteurs. Mais en même temps, les gens qui mènent cette activité savent pertinemment que ce qu'ils font est illégal, que ce qu'ils font est illicite. Puisque quand je questionnais ces pirates, et pour la plupart, ils m'ont dit, écoute, nous allons te répondre, c'est parce que nous te faisons confiance grâce à ton ami. Puisqu'il y a des informations que nous ne voulons pas donner pour que la police n'ait pas justement à nous envahir ici. Donc ça veut dire que cette situation, c'est une situation grave. Donc la piraterie, c'est une réalité à Port-au-Prince, mais ce n'est pas seulement à Port-au-Prince que ça soit une réalité. C'est dans toutes les villes de province. Et je vous ai dit que c'est avec si je peux les appeler de petits marchands que j'ai mené cette enquête. Mais je crois qu'on pourrait
faire le même constat si on menait l'enquête au niveau des radios, des stations de radio, des stations de télévision. Et si on menait cette enquête au niveau, par exemple, des maisons, on les appelle des maisons d'imprimerie, on peut les appeler ainsi. Donc, et ça, j'ai pu remarquer qu'il y a ce problème surtout avec les manuels scolaires. Il y a par exemple quelqu'un qui produit un manuel scolaire. Eh bien, il y a une personne qui a une maison d'édition, ou bien il prend sous sa responsabilité de produire à chaque rentrée scolaire des milliers de manuels pour revendre, ou bien quelqu'un lui donne un contrat par lequel il va produire des manuels pour revendre, mais à l'insu de l'auteur. Là encore, il s'agit d'une utilisation illicite. Donc, le temps est court, on n'a pas suffisamment, en tout cas, on n'a pas tout dit, et je crois que peut-être, bon, au moment du débat, on élargira certaines notions. Hein. Merci de m'écouter, merci encore une fois. Merci, Maître d'Océan. Vous l'aurez compris, Maître d'Océan est abondant. Le sujet le recommande parce que c'est un sujet passionnant. En Haïti, nous avons fait étrange et très peu connu une histoire particulière avec le droit d'auteur qui place l'État au début, déjà sous Geffrard et sous Salomon, au centre des préoccupations du droit d'auteur. Comment faire connaître les œuvres des créateurs haïtiens, des intellectuels haïtiens, les créations de l'esprit dans le sillage de ce que disait Maître d'Océan tout à l'heure, à savoir que le droit d'auteur concerne un droit, est donc un droit de propriété intellectuelle. Comment donc faire connaître pour l'État haïtien, qui est à ce moment-là un État-nation, si l'on veut dire, les productions, les créations des intellectuels haïtiens? Évidemment, ça a évolué. Aujourd'hui, nous parlons de décret de 2005 et en ce moment, au niveau du Bureau haïtien du droit d'auteur, il y a des efforts qui sont en train d'être consentis pour faire évoluer le cadre légal du droit d'auteur pour que ça devienne déjà des lois avec des modifications des dits décrets de 2005. J'espère qu'au moment du débat, nous pourrons avoir des échanges très stimulants et pourquoi ne pas le dire aussi, apprendre si le mot est utilisé à sa juste place dans ce contexte précis, davantage donc sur le droit d'auteur. Nous allons donc écouter Michael Brun dans une chanson, Bayo, vidéoclipée. Nous vous revenons pour la suite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je vous rappelle que vous suivez Café Philo et que donc ce soir nous avons une séance de débat particulière parce qu'il s'agit de droits d'auteur et de droits voisins. Il s'agit donc grosso modo de propriété intellectuelle. Maître d'Océan, qui est pour le coup notre invité, vient de nous introduire à une problématique y afférente qui concerne donc la piraterie, que condamne évidemment le décret de 2005 sur les droits d'auteur et les droits voisins en Haïti. C'est le moment de prendre des questions, d'échanger donc avec le public. Et comme nous avons l'habitude de le faire, ce soir, nous aurons 2 séries de questions constituées chacune de 3 questions. Je vais donc faire appel aux 3 premières personnes qui vont poser des questions pour la première série et qu'elles s'exécutent une fois leur nom cité. Il s'agit donc de Junior Lejeune, de Murat Fortuné et enfin de Yves-Marie Gustave. Bonsoir tout le monde. Je félicite l'intervenant pour son intervention. Et moi-même, j'ai une intervention à faire. Vous avez parlé de droit d'auteur. Maintenant, dès qu'on voit droit d'auteur, on voit 3 acceptions. On voit droit d'auteur comme étant un ensemble de règles, c'est la partie juridique, et vous en avez parlé.
on voit droit d'auteur aussi comme, je dirais, comme le droit de propriété. Donc, vous en avez parlé aussi. C'est le droit que l'auteur a sur l'œuvre, le droit patrimonial, autrement dit. Maintenant, une troisième acception, c'est le droit d'auteur désigne aussi les rémunérations que les auteurs perçoivent sur l'œuvre. Et c'est là mon intervention. En Haïti, on n'a jamais vu ça. Et dans le langage anglo-saxon, on parle de royalties. Maintenant, j'aurais aimé savoir quel, je dirais, mécanisme que vous allez mettre en place. Alors là, ici, je m'adresse à Ralph Jean-Baptiste qui va laisser son coin de modérateur pour nous répondre, puisqu'il fait partie maintenant du système. Maintenant, quels sont les mécanismes que le bureau du droit d'auteur va mettre en place pour que vraiment et réellement les auteurs haïtiens puissent vivre de leurs œuvres? Et cette question va s'adresser directement à l'intervenant. Dites-nous, est-ce que l'œuvre a une durée de vie? Merci. Merci, maître, de votre intervention. En fait, j'ai deux questions. Vous avez été en droit des affaires, principalement en droit de propriété intellectuelle. Vous avez parlé de piraterie et de contrefaçon, mais vous ne parliez pas de plagiat. Alors, je voudrais que vous fassiez une différence entre le plagiat et la contrefaçon pour le public. Et ma deuxième question, vous avez réalisé un travail, alors méthodologiquement vous avez fait les constats et vous avez posé la problématique et enfin vous ne nous disiez pas qu'est-ce que vous avez proposé comme élément de solution. Merci beaucoup. Bonsoir. Ma question est destinée à l'intervenant. Quelles sont les méthodes concrètes que vous pouvez employer pour protéger l'œuvre des auteurs en Haïti? Bon, merci pour les questions. Je commence par la première question. Est-ce que l'œuvre a une durée? Oui, l'œuvre a une durée. Maintenant, la durée de l'œuvre, alors la durée de l'œuvre en droit d'auteur dépend de la nature de l'œuvre en question. Donc, je disais que oui, en droit d'auteur, l'œuvre a une durée. Donc, la durée dépend de la nature de l'œuvre. Par exemple, en droit d'auteur haïtien, et en ce qui concerne, par exemple, les œuvres radiophoniques, ou en ce qui concerne les photographies, la durée est de 25 ans. De 25 ans. Tandis que, en ce qui concerne les livres, par exemple la peinture, donc la durée est de 60 ans après la mort de l'auteur. Ça veut dire quoi? Durant toute la vie de l'auteur, il jouit des droits sur son œuvre et 60 ans après la mort de l'auteur, ses héritiers continuent à en bénéficier. Donc, la deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre la piraterie et le plagiat? Bon, je n'ai pas parlé de plagiat, et pour la simple bonne raison que le plagiat n'est pas une infraction. Or, ce qui m'intéresse, c'est la piraterie, parce que tout simplement la piraterie, c'est une infraction. Donc le plagiat est considéré en droit d'auteur comme une faute morale. Comme une faute morale. Par exemple, vous utilisez une œuvre sans mentionner le nom de l'auteur. Donc, vous ne commettez pas un acte de piraterie. Donc, ici, il s'agit, on peut appeler ça un plagiat. Par exemple, vous utilisez une œuvre qui est tombée dans le domaine public et dans le cadre d'un travail que vous faites ou dans le cadre d'une recherche que vous menez, vous copiez une partie de cette œuvre, une partie d'une œuvre qui est tombée dans le domaine public. Donc, il ne s'agit pas justement d'un cas de piraterie, il s'agit tout simplement d'un cas de plagiat. Donc, je n'ai pas fait référence au plagiat parce que tout simplement, le plagiat est une faute morale. Donc, la piraterie est une infraction, tandis que le plagiat est une faute morale. Est-ce qu'il y a des solutions
à la piraterie. Oui, je crois qu'il y a des solutions à la piraterie. Maintenant, qu'est-ce que j'ai proposé? En fait, je trouve que pour solutionner le problème de la piraterie, tout d'abord, il faut savoir, en fait, les raisons qui poussent les gens à s'engager dans la piraterie. Donc, lorsque je commençais à travailler, qu'est-ce que j'ai pu remarquer? J'ai pu remarquer que, au moins, il y a 3 raisons qui expliquent la piraterie. Et premièrement, il y a la passivité des auteurs. Il y a la passivité des auteurs. Par exemple, les auteurs constatent que leurs œuvres sont piratées, alors qu'ils ne font rien pour la plupart. La deuxième raison, je l'ai appelée la faiblesse de l'État. C'est vrai qu'il y a un décret sur le droit d'auteur, c'est vrai qu'il y a le bureau haïtien du droit d'auteur fait des efforts, mais il y a des gens qui utilisent de manière illicite les œuvres qui sont tellement puissants, et ces gens-là, en fait, on a l'impression qu'ils sont au-dessus de la loi, et même s'ils savent que la loi condamne la piraterie, la loi condamne l'utilisation illicite des œuvres, donc ils le font en toute quiétude. Mais vous allez me dire, que fait l'État dans cette situation? Mais l'État est là. Mais sachez que l'État ne peut pas agir de manière brutale. Donc l'État, à travers le bureau haïtien du droit d'auteur, ne peut pas agir de manière brutale. Parce que la piraterie, ce n'est pas une pratique qui date d'aujourd'hui. C'est une pratique de longue durée. Donc puisque la piraterie, c'est une pratique de longue durée, donc on doit éviter justement d'utiliser la brutalité pour forcer les gens à éviter la piraterie. Donc même si par la suite on va passer justement à une autre phase, mais je crois que la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord de sensibiliser les gens sur la nécessité de ne pas exploiter illégalement les œuvres des auteurs. Et je crois que c'est cet effort qui est fait au niveau du bureau haïtien du droit d'auteur. Donc, il y a une troisième raison, à mon avis, qui explique que les gens, qui explique la piraterie, c'est ce que j'ai appelé un esprit mercantile. C'est-à-dire, il y a un esprit apte au gain. Il y a des gens qui exploitent les œuvres illégalement, qui ne sont pas nécessairement misérables, ne sont pas nécessairement pauvres, mais ils veulent augmenter, si vous voulez, leur capital, donc ils exploitent les œuvres de manière illégale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il y a plusieurs pistes qu'on peut explorer. Donc la première piste, la plus simple, à mon avis, c'est d'exiger l'application de la loi. Mais j'ai dit qu'on doit être prudent, puisque oui, il faut appliquer la loi, mais en même temps, on doit faire ça avec prudence et pour ne pas dégénérer la situation. En plus d'appliquer la loi, je crois aussi qu'il y a quelque chose qui doit se faire parallèlement. Parce qu'il y a des gens qui vendent des œuvres illégalement, qui ne savent ni lire ni écrire. Ces gens-là n'ont aucune profession. Donc, ils ont un foyer à gérer. Ils ont des enfants, ils ont leurs femmes. Donc, à ce moment, il leur faut une activité économique pour prendre soin de leur famille. Eh bien, la piraterie, dans ce contexte-là, est un atout. Pour ces gens-là. Or, si on fait un effort non seulement d'éduquer les gens, mais de faire en sorte que l'école, par exemple, l'école fondamentale, non seulement soit gratuite et obligatoire, mais aussi d'exiger l'apprentissage d'un métier après l'école fondamentale, au moins pour ceux-là qui ne veulent pas continuer. Je crois qu'on a là une autre possibilité de décourager la piraterie. Bon, entre autres, parce que les propositions que j'ai faites sont nombreuses dans le document, mais je vous réponds comme ça. Voilà, pour les 3 questions, je crois avoir
avoir répondu. À présent, nous passons à la deuxième série de questions. Et pour ce faire, j'appelle donc Ludni Nonom, Maya Michel et enfin notre bon ami Samy Janvier. Bonsoir, je suis Ludni, je vous remercie pour l'exposé. Monsieur, ma question est bien simple, vous avez parlé des droits d'auteur et ce qui a retenu mon attention le plus, c'est ce que vous avez dit sur l'artiste peintre. Est-ce que si la personne refuse de partager l'argent avec le peintre, il se passera quoi? Et si est-ce que l'auteur, le peintre a toujours le droit sur son tableau puisqu'il l'a déjà vendu? Je salue l'intervenant et le modérateur qui est un membre du BHDA. Ma question est la suivante. On parle de la propriété intellectuelle. Ne serait-ce pas une activité élitiste? Oui. Et bonsoir et merci d'Océan pour ton intervention. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci Ralph pour la modération. J'ai en fait deux questions, et en fait trois questions, deux pour moi et une pour Volmar, et qui n'a pas pu s'inscrire sur la liste. Ma première question, je vais être rapide, et ne soyez pas inquiets. Vous parliez tout à l'heure de droits d'auteur et des droits voisins. Là, dans la salle, on peut remarquer que sur les tables, il y a des bouteilles de bière, des bouteilles de jus, et de la nourriture. C'est un programme qui se donne et que tout cela se fait. Il y a une certaine économie qui s'y dégage aussi. Et il y a eu la diffusion d'une vidéoclip d'un artiste. Est-ce que cet artiste, vous avez acquis les droits? Là, je m'adresse au staff de Café Philo d'une certaine manière. Est-ce que les droits pour la diffusion de cette vidéo a été acquise par Café Philo? Parce que ça fait partie des questions de droits d'auteur aussi. Deuxième question, je vais vraiment vite. Et la deuxième question, c'est que j'ai suivi ton intervention et j'ai aussi écouté ton anecdote par rapport à ton ami qui se livre à la piraterie. En fait, ma question, c'est que il y a une réalité en Haïti. Il y a des artistes qui, au lieu de se faire payer pour leurs œuvres qu'on utilise, par exemple à la radio, puisque je connais un peu la radio, paye de préférence des animateurs d'émissions de musique dans les stations de radio ou dans d'autres espaces pour que ces animateurs-là diffusent leurs œuvres. Comment comprenez-vous cette réalité au regard des questions de droit d'auteur? Et la dernière question, et je la pose comme je l'avais dit tantôt pour Maître Volmar, et si je produis une œuvre numérique et que je loge cette œuvre-là sur le serveur de quelqu'un, qui possède les droits d'auteur? Celui qui possède le serveur ou celui qui a créé l'œuvre? Voici mes questions, merci. Merci. En fait, je commence par les deux questions de Samy. Des artistes qui payent au lieu de se faire payer sur leurs œuvres. Bon, je trouve qu'il s'agit d'une ignorance de la part de ces artistes. Parce que la loi déjà les protège. La loi déjà les protège. Et peut-être qu'ils ne savent pas que la loi les protège. Eh bien, dans ce cas, on doit les sensibiliser pour que cela ne se reproduise pas. Parce que l'artiste n'a pas à payer sur son œuvre alors que son œuvre est pour lui un bien sur lequel il doit justement tirer un certain profit. Je produis une œuvre sur le serveur de quelqu'un. Est-ce que je suis le propriétaire de l'œuvre ou est-ce que c'est le propriétaire du serveur? Alors, est-ce que c'est celui qui a le serveur qui en est le propriétaire? Alors, ça va dépendre. En principe, l'œuvre est protégée du fait même de son existence. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'enregistrer une œuvre pour qu'elle soit
protégée. Le fait que l'œuvre existe, l'œuvre est protégée. Et ça, c'est l'esprit du droit d'auteur. Maintenant, ça peut arriver qu'un litige se produise dans cette situation. Je produis une œuvre et le fait que je n'ai pas eu le temps de me faire enregistrer, donc d'enregistrer mon œuvre, donc quelqu'un d'autre réclame la propriété de l'œuvre. Eh bien, comment résoudre ce problème? Qui est le propriétaire de l'œuvre? Le propriétaire de l'œuvre, dans ce cas, c'est celui qui peut prouver que l'œuvre lui appartient. Et comment prouver que l'œuvre vous appartient? C'est lorsque vous avez enregistré l'œuvre. Bon, évidemment, pour enregistrer l'œuvre, il faut d'abord avoir fait le dépôt légal. On fait le dépôt légal, et après avoir fait le dépôt légal, on va au bureau haïtien du droit d'auteur, on enregistre l'œuvre. Alors, laissez-moi vous dire que si l'auteur ne souhaite pas se faire enregistrer au bureau haïtien du droit d'auteur, il pourrait toujours ne pas le faire. Mais dans ce cas, lorsqu'un litige se produit par rapport à son œuvre, le bureau haïtien du droit d'auteur ne se trouvera pas dans l'obligation de défendre l'auteur. Donc évidemment, l'auteur, à partir du dépôt légal, il peut toujours prouver que c'est lui qui est le propriétaire de l'œuvre. Parce que dire qu'on est propriétaire d'une œuvre, il faut pouvoir le prouver. Donc on le prouve à travers quoi? On peut le prouver justement à travers d'un certificat d'enregistrement. Et ce certificat est livré par le bureau haïtien du droit d'auteur, mais le dépôt légal, donc à bien des égards, peut être considéré comme un début de preuve. Donc c'est celui qui peut prouver que l'œuvre lui appartient, qui est le propriétaire de l'œuvre. Refus de partager l'argent avec le peintre. Est-ce que, par exemple, celui à qui le peintre a vendu son tableau peut refuser, dans le cadre du droit de suite, de partager les bénéfices qu'il a tirés sur l'œuvre après sa revente? Bon, il peut toujours ne pas le vouloir. Il peut toujours ne pas le vouloir. Ça, c'est lui comme individu. C'est lui comme individu. Mais un fait est certain, c'est que l'auteur est protégé par le droit d'auteur et le droit de suite est prévu dans le décret sur le droit d'auteur et les droits voisins. Donc, puisque le droit de suite est prévu sur le droit d'auteur et les droits voisins, eh bien, si celui à qui le peintre a vendu son œuvre refuse de partager les bénéfices de la revente de l'œuvre avec le peintre, à ce moment, le peintre n'a qu'à intenter une action en justice. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que le droit de suite, c'est un droit qui a pris naissance en France. Et justement, c'est dans ce contexte. C'est dans ce contexte. Donc, c'est un peintre qui a fait un tableau, et il a vendu le tableau à quelqu'un, et il est devenu pauvre. Le peintre est devenu pauvre, tandis que celui à qui il a vendu le tableau, non seulement il est riche, mais il a vendu le tableau pour une somme très élevée. Hein, pour une somme très élevée. Donc à ce moment, le peintre a intenté une action en justice contre celui à qui il a vendu le tableau. Et le tribunal, donc c'est pas une décision de justice qu'on a exigé à celui qui a acheté l'œuvre de partager justement l'œuvre, de partager les bénéfices donc, avec le peintre. Donc c'est dans la loi. Donc si de manière, alors si à l'amiable donc celui à qui le peintre a vendu l'œuvre refuse de le faire, donc il n'a qu'à intenter une action en justice. La propriété intellectuelle comme activité élitiste, bon, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais est-ce que celui qui a posé la question, celui ou celle qui a posé la question veut dire une activité qui est réservée à une catégorie restreinte de gens, donc des gens à une catégorie des gens les meilleurs? Bon, je ne peux pas, si c'est ce que vous vouliez dire, je ne peux pas dire qu'il s'agit d'une activité élitiste, pour la simple bonne raison
que le droit d'auteur ne parle pas à une catégorie de gens. Le droit d'auteur s'adresse à toutes les catégories d'auteurs. C'est-à-dire que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez analphabète, que vous soyez intellectuel, dès que vous êtes un créateur, le droit d'auteur vous parle et le droit d'auteur existe pour vous. Donc, dans ce cas, je ne peux pas dire que le droit d'auteur soit un droit, et en tout cas que la propriété intellectuelle soit une activité élitiste. Si on faisait du direct, Samy, je te répondrais, je pense, autrement que comme je vais le faire. C'est une première chose, c'est un argument qui se construit en déclinaison. La deuxième chose, je pense que ça aurait été mieux que tu poses cette question, par exemple, à Emily, qui est la directrice générale du Bureau haïtien du droit d'auteur, lorsqu'elle était venue faire sa présentation ici, plutôt que de me la poser à moi, à peu près pour les mêmes raisons que j'ai évoquées pour éviter de répondre tout à l'heure. Et enfin, la troisième raison, Samy, qui est à mon sens très pertinente, si je suis autorisé à parler au nom de l'équipe de Café Philo, je croirais, comme disent les juristes, que ta question aboutirait à une ordonnance de non-lieu, étant entendu que, à ma connaissance, jusqu'à présent, tu travailles au FAES, tu sais que le gré à gré est impossible. Tu n'as jamais formellement dit comment dire ça, couper le pont avec Café Philo. Comment Café Philo peut-il se poser des questions à lui-même? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour ce bon Café Philo que nous venons d'avoir avec Maître d'Océan, que nous applaudissons. Nous remercions ce cher public, Café des Copains et la télévision Caraïbe qui accompagne Café Philo depuis pratiquement près de 3 ans pour proposer un concept qui est l'espace public, qui est la discussion, qui est l'agir communicationnel. Ce Café Philo est rendu possible grâce au support du Bureau haïtien du droit d'auteur que nous saluons et que nous remercions également. Je rappelle que la semaine de la propriété intellectuelle que réalise du 23 au 27 avril le Bureau haïtien du droit d'auteur continue, se poursuit. Demain, au centre de convention, il y aura la 2e journée de formation en droit d'auteur à l'intention des juges et des arbitres de la CCAH. Jeudi, il y aura une table ronde autour de la modification des 2 décrets de 2005. Et vendredi, il y aura une émission de Livrez-vous spéciale qui sera diffusée en 2 temps et sur la chaîne de télévision qui abrite Café Philo, qui héberge Café Philo, à savoir la télévision Caraïbe. Merci encore une fois d'être resté aussi tard pour écouter, discuter, échanger avec Maître d'Océan. À mardi prochain pour un Café Philo encore plus intéressant. Au revoir. Pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais.